Bonjour tout le monde. Vous avez de la chance, comme je viens de Belgique, vous allez voir plus ou moins 32 fois aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas trop vous peser. Comme Tommy l'a dit, j'ai plusieurs volets à ma recherche. Et donc, j'ai un volet où j'ai interviewé des jeunes, donc ça, on en parlera plus tard, et un volet aussi où j'ai interrogé des parents. Et donc là, cette présentation s'intéresse vraiment au vécu des parents, parce que lorsque l'enfant annonce ou entame une transition, les parents ne sont pas de simples témoins, ils vivent eux aussi une transformation profonde, une redéfinition de leur identité parentale et de leur rôle. Alors, on va voir, mais c'est pas possible. C'est pas moi. Ça va bien la technique aujourd'hui. Mais je ne suis pas des bon, en fait. Voilà, il faut cliquer avec la souris. Ça marche différemment tout à l'heure. Alors, comment est-ce que les parents redéfinissent-ils leur rôle face à la transidentité de leur enfant? En fait, cette question s'inscrit dans une réflexion plus large sur les dynamiques familiales et les influences culturelles et sociales. Donc, les familles sont souvent le premier lieu où les normes genrées sont négociées, acceptées, parfois remises en question. Dans ce contexte, le rôle parental devient un espace complexe de négociation identitaire, tant pour les parents que pour l'enfant. Lorsque l'enfant exprime une identité de genre différente, les attentes parentales, souvent construites autour du genre assigné à la naissance, se trouvent profondément bouleversées. C'est un moment de remise en question des repères traditionnels et des responsabilités parentales. Alors, au niveau de ma méthodologie, en fait, j'ai fait donc une approche qualitative par entretien semi-dirigé, en tout cas avec vos parents. J'ai pu conduire 21 entretiens incluant 5 couples. Bon, là, vous avez la répartition des régions en Belgique, mais ça vous intéresse très peu. Donc, les enfants sont âgés de 10 à 29 ans. Les pronoms utilisés par les enfants étaient majoritairement il, ensuite elle, et il y avait une personne qui était non-binaire. 12 suivent un traitement hormonal, et dans le traitement hormonal, j'ai englobé aussi les bloqueurs de puberté, et 5 d'entre eux ont eu recours à des interventions chirurgicales. Et donc, je voulais explorer vraiment les processus de redéfinition identitaire et les rôles parentaux. Donc, je suis arrivée à ce schéma-là. On va revoir partie par partie. Donc, c'est vraiment un schéma de processus. Maintenant, tout n'est pas figé. Il y a parfois des réajustements et des gens qui repassent d'une phase à l'autre. Ce qui est important à dire par rapport à ce schéma-là, c'est qu'il est basé essentiellement sur les interviews que j'ai faites avec des parents qui ont été recrutés dans des ASBL, qui étaient donc un peu militantes. Ce sont tous des parents qui ont accompagné leurs jeunes dans tout le processus de transition. Et donc, j'ai très peu de vécu de parents qui étaient dans le déni, dans la colère ou des choses comme ça. Et donc, ça ne reflète pas toutes les réalités, bien au contraire. Donc, la première phase au niveau de l'annonce, donc quand un enfant annonce sa transidentité, cela provoque souvent un bouleversement chez les parents. Il doit faire face à ce qu'on appelle une perte ambiguë. Donc, ce concept introduit par Boss décrit une situation où la personne est présente physiquement, mais absente psychologiquement, ou l'inverse. Pour les parents, ça se traduit par une perte de l'image de l'enfant tel qu'il avait été imaginé, mais aussi le renoncement à certains projets parentaux liés au genre qui avaient été assignés à la naissance. Donc là, vous avez le témoignage de parents d'un enfant. Un autre aspect symbolique, c'est le changement de prénom. Donc, beaucoup de parents décrivent cela vraiment comme un rejet implicite de leur rôle parental initial. Donc, une maman dit je l'ai vécu vraiment comme un rejet de moi parce que justement, c'était un prénom qui était à des années-lumière de celui qu'on lui avait choisi. Ces pertes sont difficiles à nommer, mais elles sont bien réelles et marquent le début d'un processus de redéfinition identitaire chez le parent. Pourquoi je voulais enlever la barre? Ouais, c'est ça. C'est pas grave. Les parents entament alors une quête de sens qui se manifeste dans les récits qu'elles construisent pour elles-mêmes, mais aussi pour les autres, en tentant de répondre à la question pourquoi. Donc, certains parents, c'est comme l'a dit Florence tout à l'heure dans son exposé du début, en fait, certains parents décrivent que la transidentité de leur enfant comme une réalité qui a toujours été présente, en organisant un récit autour des expériences spécifiques et elles parviennent à donner un sens cohérent à leur histoire.
Une autre manière d'interpréter la situation pour les parents, c'est de concevoir la transidentité comme une condition biomédicale, où c'est quelque chose qui est inné ou biologique et qui est donc incontestable. Donc ici, une maman témoignait, disait que son fils disait, mais papa, tu te rends pas compte, est-ce que tu crois vraiment que si j'avais eu le choix vers ça, c'est ça, vers ça que je serais allée, ça n'a rien à voir avec un choix, c'est quelque chose qui est vraiment criant en nous. Alors, les temporalités sont désynchronisées parce qu'en général, les parents n'arrivent pas à ce stade-là en même temps. Donc, au moment de l'annonce, souvent, il y a un décalage entre les deux parents. En tout cas, dans les interviews que j'ai pu mener, souvent la maman est beaucoup plus dans le soutien rapidement que le papa, ou le papa, voilà, c'est avant il re-questionne un petit peu tout ce qui s'est passé antérieurement, ça prend plus de temps. C'est un peu pour toutes les phases d'ailleurs. Le réajustement du rôle parental face à la transidentité de l'enfant pourrait être résumé alors en 3 étapes par après. Donc il y a l'engagement. Certains parents réagissent immédiatement avec soutien, tandis que d'autres ont besoin de temps. Ensuite, ils cherchent vraiment des informations, ils se forment, ils rejoignent des groupes de parole, des groupes de soutien. Et cet apprentissage, en fait, une fois quand l'enfant fait son coming out plus tardivement, c'est l'enfant qui initie cet apprentissage en lui expliquant vraiment en quoi sa transidentité, ce que ça implique en tout cas pour Yael. Ensuite, il y a un réajustement. Donc, ils revoient leur pratique parentale pour accompagner leur enfant dans ce nouveau rôle. Et ces étapes ne sont pas linéaires. Elles varient selon les contextes familiaux et elles permettent une adaptation progressive. Alors, une fois que le réajustement est fait, les parents adoptent un rôle important de médiateur. Ils se retrouvent à expliquer, défendre et souvent justifier l'identité de leur enfant dans différents contextes, que ce soit la famille élargie, l'école ou dans les contextes médicaux. Ce rôle de médiateur les amène à réaliser des coming out par rapport à leur enfant, mais aussi des coming out en tant que parents d'un enfant trans. Donc, il y a une maman qui disait, mais comme on est parents, on doit faire tous ces petits coming out qu'une personne transgenre, qu'une personne homosexuelle peut le faire tout le temps. Cette transformation s'accompagne d'émotions ambivalentes. D'un côté, les parents ressentent un fort sentiment d'incertitude, donc ils s'inquiètent pour l'avenir de leur enfant dans une société parfois hostile, et on a entendu pas mal de témoignages ce matin. Ils se sentent souvent seuls face à une situation, même avec leurs proches. Pourtant, au-delà de tous ces défis, la plupart des parents que j'ai rencontrés expriment un sentiment de fierté immense et admirent le courage de leur enfant de s'affirmer malgré les préjugés. Néanmoins, comme je le disais au départ, ces trajectoires sont vraiment le reflet d'une partie d'expérience de parents que j'ai rencontrés via des associations. C'est pas toujours des histoires comme ceci. Parfois, après l'annonce, il n'y a plus de dialogue possible et vraiment dans le déni total. Alors, nos résultats peuvent être mis en parallèle avec le Family Emergence Model de l'EV de 2004, dans lequel les membres d'une famille passent par diverses étapes de prise de conscience, que ce soit après la découverte, le tumulte, la négociation, la recherche d'équilibre. Ces étapes permettent de rendre compte des différences individuelles au sein de la famille et peuvent servir de base d'intervention pour accompagner ces familles. La famille est un système en constante évolution et les identités familiales émergent de l'interaction entre les membres par rapport aux événements, mais aussi dans le contexte dans lequel ces événements ont lieu. Et donc, ces expériences soulèvent des enjeux importants pour la santé publique. En effet, des études récentes, et on a encore entendu ce matin, montrent que les idéations suicidaires des jeunes diminuent de près de 93% en fonction s'ils ont une meilleure santé mentale, une meilleure estime d'elles-mêmes et surtout s'ils sont soutenus par leurs parents. C'est donc important de créer des ressources adaptées. Des parents ont besoin de guides, de formations, d'outils concrets pour les aider, notamment quand ils vont dans les autres milieux pour parler de leur enfant. De renforcer des groupes de soutien, donc ça c'est, je ne sais pas si c'est le cas aussi ici au Canada, mais en tout cas en Belgique, il y a très peu de groupes de soutien intraparental et donc ils ont vraiment besoin de briser cet isolement et de pouvoir parler avec d'autres parents. Former des professionnels, donc les éducateurs, les médecins, les travailleurs sociaux. Donc là, ça transparaît peut-être peu dans ma présentation.
Mais j'ai quand même pas mal de parents qui m'ont dit que le premier contact avait été très discriminant et très culpabilisant, donc par rapport à l'identité de leur enfant. Ces initiatives contribueraient à renforcer le soutien systémique autour des familles d'enfants trans. Ça rebloque. Ah, non. Oh voilà. Ça, c'est plus de la discussion, mais je pense qu'il serait important de donner la parole au papa aussi, parce que j'ai eu pas mal de mamans, de couples, mais le papa était plus discret. Aux parents avec des faibles ressources socio-économiques, aux parents d'enfants non binaires, aux parents d'enfants de cultures et d'origines différentes également. Ça manque un peu dans mon échantillon. En conclusion, pour conclure, les parents d'enfants transgenres traversent une redéfinition profonde de leur identité et de leur rôle. Ce processus, bien parfois difficile, permet souvent d'enrichir les relations familiales et de renforcer le soutien à leur enfant. Ces récits nous rappellent l'importance d'accompagner ces familles de manière adaptée et inclusive à travers des politiques et des pratiques axées sur la compréhension et le soutien. Et voilà.